Bonjour, dans cette vidéo je vous propose quelques éclaircissements sur ce nouveau chapitre qui s'intitule Fonctions trigonométriques et qui pose apparemment quelques problèmes pour certains. On va commencer par la définition et les rappels, donc en premièrement, où on s'intéresse donc aux deux nouvelles fonctions cosinus et sinus, notées cos et sin, qui sont définies à chaque x on associe cosinus x et à chaque x on associe sinus x pour la fonction sinus. Alors vous pourriez me dire, à partir de là rien de nouveau, on a déjà vu maintes fois en trigonométrie, pour les produits scalaires, cette notion de cosinus, mais là la différence est que nous voyons cela non plus comme quelque chose qu'on applique à une valeur, en l'occurrence un angle, mais on voit cela comme une fonction dans le sens où la variable x peut être n'importe quoi, et on regarde la fonction cos comme on regarderait n'importe quelle fonction f, à partir du moment où la variable x évolue. Pareil pour sinus. Alors, pour le calcul des images, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement les méthodes qu'on a déjà rencontrées. Calculer l'image d'une fonction cosinus, par exemple de pi sur 4, 0, pi sur 2, c'est ce que je vous ai demandé pour compléter ce cours. Je vous ai même dit que c'était le moment idéal pour se remettre en mémoire les valeurs remarquables. Alors comment on procède? C'est le petit tableau vu dans le chapitre de trigonométrie. Il y a juste à associer les bonnes valeurs. Pour cosinus pi sur 4, on retrouve donc racine de 2 sur 2, ainsi que pour le sinus de pi sur 4. Voilà, j'en profite pour rappeler que racine de 2 sur 2 est également égale à 1 sur racine de 2, donc vous mettez la valeur de votre choix. Donc on demandait également les images par la fonction cosinus et sinus de 0, donc le cosinus de 0 c'est 1 et le sinus de 0 c'est 0. Je le réécris pas, tout ça ce sont des choses que vous connaissez. Pour pi sur 2, on va voir que le cosinus de pi sur 2 c'est 0 alors que le sinus de pi sur 2 c'est 1. Alors, à partir de là, pour les 4 derniers, nous ne sommes plus tout à fait dans le tableau des valeurs remarquables, mais il faut savoir s'y rapporter. Alors, je vous rappelle la démarche. Pour moins pi sur 3, on se représente le cercle. De là, on représente dans sa tête moins pi sur 3. Hop. Et on retrouve les valeurs connues, à savoir 1/2 pour le cosinus et moins racine de 3 sur 2 pour le sinus. Ensuite, pour l'angle moins pi, alors on se représente le cercle. L'angle moins pi nous amène ici. Son cosinus est moins 1 et son sinus 0. Alors pour 9 pi sur 4, bon alors il y a plusieurs façons de faire, ou bien on se représente 9 pi sur 4 sur un cercle, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, 1 fois pi sur 4, 2 fois pi sur 4, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, 5 pi sur 4, 6 pi sur 4, 7 pi sur 4, 8 pi sur 4, 9 pi sur 4. Et on voit que 9 pi sur 4 n'est rien d'autre que l'angle pi sur 4. Bon, et l'autre méthode consistait tout simplement à observer que 9 pi sur 4 avait pour mesure principale pi sur 4, puisque 9 pi sur 4 c'est 8 pi sur 4 plus pi sur 4, et que 8 pi sur 4 c'est 2 pi. Voilà, ce qu'on a vu d'ailleurs en faisant le tour du cercle, puisqu'on a fait un tour, donc 2 pi, ajouté à pi sur 4. Bon, mais tout ça vous le savez. Et puis le dernier, que ce soit pi ou moins pi, c'est la même chose, on retrouve moins 1 pour le cosinus et 0 pour le sinus. Voilà donc quelques calculs d'image de la fonction cosinus et de la fonction sinus, les deux nouvelles fonctions que l'on va étudier tout au long de ce chapitre. Intéressons-nous à présent à la représentation graphique de ces deux fonctions. Je vous avais demandé pour cela de manipuler un fichier GeoGebra.
ce fichier s'intitule le graphique de la fonction cosinus. On va donc le réaliser à partir du cercle trigonométrique que l'on connaît bien. Comment? L'idée est de représenter l'angle sur l'axe des abscisses et le cosinus sur l'axe des ordonnées. C'est précisément la définition de la fonction cosinus, puisqu'à chaque angle x, elle associe cosinus x. Donc rien d'étonnant à faire cela. Comment on va s'y prendre pour visualiser ce graphique, comme pour le créer? Eh bien, en faisant tourner M autour du cercle trigonométrique, nous augmenterons l'angle associé au point M et pourrons ainsi avoir à chaque fois le cosinus de cet angle repéré sur le graphique à côté. Allons-y et visualisons. Un demi-cercle, un cercle entier, un cercle et demi, et je m'arrête volontairement ici pour ne pas atteindre le deuxième cercle parce que le fichier s'arrête à peu près dans ces zones-là. On comprend très bien que si le point M avait poursuivi son trajet, atteint le troisième cercle, puis le quatrième et ainsi de suite, nous aurions obtenu une sinusoïde parfaitement régulière et cela jusqu'à l'infini. Mais ne nous arrêtons pas là dans notre analyse parce qu'en réalité on peut voir ici beaucoup de choses. Par exemple, on repère les sommets de cette sinusoïde. Alors la sinusoïde est le nom donné à cette courbe. Cette courbe suit ce que l'on appelle une forme sinusoïdale, ou alors plus simplement une sinusoïde. Lorsque l'on observe les sommets des vagues, à chaque fois on obtient exactement 1, ce qui n'a rien d'étonnant puisque le cosinus de 0 est bien 1, l'image de 0 par la fonction cos est 1, tandis que l'image de 2π par la fonction cos est encore 1. Et également pour, ici si on est allé jusqu'au bout, pour 4π. Voilà. Ça correspond à chaque fois à un tour complet. De la même manière, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on en a fait un demi-tour, et après un tour et demi, on arrive au cosinus de π qui vaut moins 1, cosinus de 5π sur 2, de 3π pardon, qui vaut moins 1, et ainsi de suite. On retrouve en fait toutes les valeurs du tableau que l'on connaît, mais sous forme d'un graphique de fonction. Autre chose à remarquer, c'est que cette courbe se balade, si on peut dire ainsi, entre les valeurs moins 1 et 1 en ordonnée, ce qui n'a rien d'étonnant puisque on sait que les valeurs du cosinus sont comprises entre moins 1 et 1. Enfin, observons que le phénomène est périodique, c'est-à-dire que le motif encadré en noir se répète indéfiniment. De plus, la longueur de ce motif, visualisée ici par la flèche rouge, est exactement égale à 2π, ce qui veut dire que la période de la fonction est 2π. Retour au cours, nous représentons donc ici la courbe de la fonction cosinus, et plaçons ci-dessous la courbe de la fonction sinus. Elles se ressemblent toutes les deux. Il s'agit également d'une fonction dont la courbe représentative est une sinusoïde, une courbe sinusoïdale. Simplement, elle est décalée de π sur 2 par rapport à cosinus. En effet, le sinus de 0 c'est 0, alors que le cosinus de 0 c'est 1. On aurait pu faire la même expérience avec le fichier GeoGebra, en prenant la fonction sinus, on aurait eu pareil, simplement en commençant par le point de coordonnées 0, 0. Voilà pour les courbes représentatives des fonctions cosinus et sinus. Troisièmement, périodicité et parité des fonctions cos et sin. Alors, la propriété de périodicité a été mise en évidence tout à l'heure. Les fonctions cosinus et sinus sont des fonctions de période 2π.
ce que nous avons mis tout à l'heure en évidence avec la flèche rouge, nous pouvons le remettre en évidence ici. Vous voyez, j'ai pris le motif de la fonction cos, le motif répété de longueur 2π. Voilà, c'est ce motif-là, qui n'est pas le même motif que j'ai choisi, mais j'aurais pu choisir le même motif pour la fonction sinus. Il aurait suffi que je décale la flèche rouge. Voilà, j'ai pris un autre motif, mais en tous les cas, quel que soit le motif que l'on prend, à chaque fois, on voit que pour les deux fonctions, la période est de 2π. Ce qui se traduit en écrivant que pour tout entier k, le cosinus de l'angle x plus k fois 2π, c'est-à-dire k tours, va être égal au cosinus de x, ce qu'on savait déjà avec le cercle trigonométrique et qu'on visualise avec la période. Cette relation-là, que je souligne en rouge, exprime que cosinus est une fonction de période 2π. De même, sinus est une fonction de période 2π. Alors la conséquence graphique de la périodicité, c'est que les courbes représentant les fonctions cosinus et sinus sont invariantes par translation de vecteur 2πi. Que veut dire cette phrase? Cela veut dire que si je prends le vecteur 2πi, donc qui est dans le même sens et la même direction que le vecteur i unitaire, mais 2 fois pi plus grand que lui, d'accord, je multiplie donc par la période de la fonction, et bien si je translate la courbe, qu'est-ce que j'obtiens? Rigoureusement la même chose. C'est-à-dire que la courbe n'a pas varié, elle est invariante par translation de vecteur 2πi. Si j'avais pris le vecteur pi, donc forcément 2 fois plus petit que le vecteur de pi, eh bien la translation de vecteur de pi m'aurait donné ceci. On voit que la courbe est différente, elle est changée, elle est même cassée, on pourrait dire. Et par conséquent, elle n'est pas du tout invariante par translation de vecteur pi. De la même manière, on observe que la courbe représentative de la fonction sinus est aussi invariante par translation de vecteur de pi. On fait le même raisonnement. Voilà l'idée qu'il y a derrière la périodicité des fonctions cos et sin. Pour terminer, un mot sur la propriété de parité des deux fonctions. Mais juste avant, qu'est-ce que ça veut dire pair, impair? Alors une fonction est paire lorsque sa courbe représentative a pour axe de symétrie l'axe des ordonnées. Une fonction est impaire lorsque sa courbe représentative a pour centre de symétrie l'origine du repère. Petit exercice pour voir si vous avez bien compris. Mettez pause à chaque fois. Alors pour la première fonction, pair ou impair? F est pair, vous avez reconnu une parabole dont le graphique est bien symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Pour la deuxième fonction, pair ou impair? C'est encore une parabole d'axe symétrique, l'axe des ordonnées. Pour la troisième fonction, vous reconnaissez une fonction cube qui est donc impair, puisqu'ici c'est l'origine du repère qui est un centre de symétrie. Appuyez sur pause et entraînez-vous à chercher si les fonctions suivantes sont paires ou impaires. Vous remarquerez que cette fonction-là et celle-ci sont ni paires ni impaires, puisque n'ayant ni pour axe de symétrie l'axe des ordonnées, ni pour centre de symétrie l'origine. Alors comment cela se traduit par calcul? Tout simplement une fonction paire, l'image de l'opposé de x est l'image de x. Tandis que pour une fonction impaire, on a toujours que f de moins x est égal à moins f de x. Retour au cours, on voit que la fonction cosinus est paire,
et que la fonction sinus est impaire, symétrique par rapport à l'origine.